Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Comme prévu pour ce soir, nous allons commencer notre atelier sur Git. Donc on va commencer d'abord par une introduction, comprendre Git, on va comprendre GitHub et puis on va déployer un projet simple en ligne, voir comment ça fonctionne et puis parler aussi de l'importance ou des avantages de Git dans la vie, que ce soit pour un développeur ou soit pour toute autre personne qui veut travailler sur des projets professionnels. Donc là, on va commencer par d'abord entrer dans le site de Git, vous montrer comment l'installer, quelle est son importance. Vous pouvez toutefois fermer vos micros pour ne pas avoir tous les dérangements. Git est un système de contrôle des versions. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà eu à travailler sur plusieurs projets, que ce soit au niveau cartographique, au niveau du développement. Il arrive des fois, aujourd'hui on fait une fonctionnalité, demain on fait une autre fonctionnalité. Parfois ça peut être un projet où on bosse en solo, ou également un projet où on travaille en équipe. Supposons que vous avez un projet où vous travaillez en solo, individuellement. Lundi, vous faites des modifications. Mardi, d'autres modifications. Mercredi, d'autres modifications. Il arrive des fois, une modification faite le mercredi abîme les projets dans une partie. Ça deviendra difficile pour vous de savoir réellement qu'est-ce qui a fait cela. Maintenant, avec Git, on a la possibilité de suivre toutes les modifications de notre projet. On va faire un exemple d'un projet web cartographique. À part suivre les modifications, on a la possibilité de revenir à une version précédente. Donc, quand je dis revenir à une version précédente, qu'est-ce que je vais dire par là? On suppose que, par exemple, de notre plateforme en ligne ici, on veut ajouter une autre fonctionnalité. Une fonctionnalité, par exemple, pour permettre aux gens de payer par une nouvelle carte bancaire. En ajoutant cette fonctionnalité, on se rend compte que cette fonctionnalité ajoutée a introduit un bug. Et ce bug a détruit l'autre fonctionnement des paiements. Les gens ne peuvent plus payer parce qu'on a voulu ajouter une fonctionnalité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on travaille avec Git, on a la possibilité de voir, bon, la fonctionnalité qu'on vient d'ajouter, c'est cette place. On peut revenir au code qui était avant cette fonctionnalité, ce qui nous permet maintenant de revenir à un bon code et ne plus avoir de bugs. C'est l'un des avantages de Git. On peut revenir dans une version précédente. On peut travailler à plusieurs sans pourtant écraser le travail des autres. Qu'est-ce que je vais dire par là? Donc là, je peux par exemple voir ces projets. Une personne de l'équipe travaille sur les formulaires, une autre personne travaille sur la carte. On peut travailler à deux sans pourtant que moi je puisse écraser vos modifications. Donc je vais savoir que la personne X travaille sur ces formulaires et puis l'autre personne voit aussi que moi je travaille sur cette partie d'affichage des cartes. On peut travailler plusieurs personnes et ne pas écraser le travail des autres. Là, c'est déjà l'un des avantages des Git. Et maintenant,
on va voir les fonctionnalités clés, on va parler des fonctionnalités clés de Git. Ensuite, on fera des exercices pratiques sur ça. Donc, Git nous permet de créer des snapshots. Les snapshots, on appelle ça commits. Généralement, vous allez beaucoup plus entendre parler des commits. Et les commits, c'est quoi? Donc, on va d'abord commencer par créer un compte GitHub et passer par la pratique de chaque fonctionnement, de chaque avantage. Quand on parle de Git, ce n'est pas obligatoirement lié à GitHub. Git nous permet de contrôler les versions et puis GitHub, c'est une plateforme qui permet d'héberger un projet Git, ou soit de collaborer à distance, de partager son code avec une équipe. Il n'y a pas que GitHub. Il y a aussi GitLab qui est beaucoup utilisé. Il y a aussi Bitbucket. Donc, parmi les trois plateformes qui permettent de gérer ou d'héberger un projet Git ou de collaborer à distance, ce sont les trois plateformes les plus utilisées actuellement. Il y a GitHub, github.com comme site, il y a GitLab et puis il y a Bitbucket. Donc, je vous envoie les liens de GitHub. Ça vous permettra de créer des comptes pour ceux qui n'ont pas encore de comptes. Et puis, il y a aussi GitLab. Personnellement, j'ai des comptes partout. Il y a certains projets où je fais avec GitLab et puis d'autres projets avec GitHub. Tout dépend beaucoup plus des organismes, des organisations. Moi, personnellement, j'utilise GitLab, mais il arrive des fois que dans certains projets où je dois travailler, le projet est hébergé sur GitHub. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir tout cela, comment ça fonctionne. Donc, vous allez venir pour créer un compte. Vous allez commencer ici en entrant votre adresse mail. C'est simple comme activité pour créer un compte. Et après avoir créé un compte, vous allez vous connecter. Donc, vous allez vous connecter. J'ai personnellement activé l'authentification en 2 facteurs. Je vais recevoir un code. Donc, c'est la même façon de se connecter avec GitLab. Je peux toutefois je renvoie les codes pour me connecter. Donc, que ce soit sur GitLab, que ce soit sur GitHub, le fonctionnement restera les mêmes. Bien que ces deux plateformes sont différentes, mais tout nous permet de collaborer, soit d'héberger un projet Git. Je vais essayer de me connecter. Donc, toujours les codes. Donc, en attendant que j'attends les codes que GitHub m'envoie, là, je suis sur GitLab. Je reprends encore. Les deux plateformes que j'utilise ici ont les mêmes rôles. Les rôles principaux, ça nous permet d'héberger un projet Git,
de collaborer à distance et de partager son code avec une équipe ou des publics. Donc, quand j'ai un compte GitHub, ça me permet, je peux mettre mon projet et puis vous l'envoyer. Vous aurez aussi accès à ces mêmes projets. Avec GitHub, ou soit avec GitLab, on a la possibilité de travailler sur un seul projet ensemble. On va mettre tous nos codes sur un même endroit et puis chaque personne peut contribuer dans ces mêmes projets. On va essayer de patienter pour voir que GitHub nous envoie les codes. Là, l'email n'est pas encore arrivé. Je vais patienter une ou deux minutes pour voir. Parce que j'aurais souhaité que ça passe par GitHub au lieu de GitLab. L'un des avantages que GitHub a par rapport à GitLab, GitHub nous donne la possibilité d'héberger un projet statique. On va tout de même voir ça, comment ça fonctionne. Je vais essayer d'envoyer le code. Je vais me connecter même à l'autre compte. Je passe par authentification en deux facteurs. Ici, ça sera plus rapidement. Donc là, je me suis connecté à mon compte GitHub. Et la première des choses que vous allez faire, c'est juste créer un compte, soit vous connecter. Maintenant, pour travailler avec Git, pour versionner vos projets, pour collaborer dans vos projets, vous devez installer le logiciel Git. Ce logiciel se trouve dans le site git-scm.com. Vous devez installer ça. Sans l'installation de ce logiciel, vous ne pourrez rien faire. Je vous envoie ça dans le chat pour ceux qui n'en ont pas encore. Une fois installé, dès que vous ouvrez votre terminal, on verra maintenant la suite, comment créer un projet, comment faire des commits, comment on va versionner notre projet. Là, c'est l'étape qui suit. Et au niveau de GitHub, ou soit dans le monde de l'environnement des projets Git, il y a des termes à comprendre et à maîtriser. Parmi ces termes, il y a les repositories. Les repositories, on peut dire repo. Quand on dit repository, c'est le dossier central du projet. Par exemple, dans mon cas ici, je peux venir dans projet. Quand je vais dans projet, GitHub a séparé et GitLab a séparé des projets, par exemple, projet personnel, projet outillé juste membre, projet inactif. Repo, c'est les dossiers centraux du projet. Par exemple, ici, les repos s'appellent Asodec. Donc, quand j'entre sur GitLab, ou soit quand j'entre sur GitHub, si je cherche un projet, je vais chercher ça, je vais chercher un repo pour ces projets. Par exemple, c'est là backend, je sais que c'est les repos du projet, c'est là. Donc, repository comme mot à retenir. Les commits, on va aussi voir ça. Les commits, c'est chaque version de ton projet. Donc, chaque modification qu'on fait dans le projet, on commit ça. Quand on commit une modification, c'est-à-dire qu'on identifie une modification. On va voir ça par la pratique. Et dès que vous installez Git, on voit maintenant des commandes à faire et puis chaque commande a quel rôle.
Donc, ici, pour créer un repo, sur GitHub, vu que vous êtes au début, on vient dans New. Je peux créer maintenant, par exemple, mon repo atelier, atelier web, atelier GitHub. Je mets le nom du repo, c'est le nom du projet généralement, pour vous permettre de comprendre les projets. Et je viens create repository. Là, j'ai un projet qui est créé sur GitHub. Je n'ai pas encore hébergé mon projet Git ici, mais j'ai déjà créé un projet sur GitHub. Ce projet que j'ai créé ici va me permettre d'héberger maintenant mon projet en local, que ce soit en ligne. Parce que l'un des avantages de Git, ça te permet que ton projet soit hébergé dans une plateforme en ligne. Même si tu perds ton ordinateur, ton projet sera toujours disponible. Ce n'est pas au cas où vous perdez votre ordinateur que votre projet se perd, mais avec GitHub ou avec GitLab, votre projet est en sécurité. Là, on a créé les projets. Mais la deuxième chose à faire, après avoir créé les projets, dans votre projet local, que ce soit un projet web ou non, vous avez la possibilité d'utiliser Git. Bien qu'on va faire un exercice avec un projet web mapping, mais juste avec votre terminal, vous avez la possibilité d'héberger votre projet, peu importe le type de projet, sur GitHub. Bien que sur GitHub, il y a vraiment un grand nombre de projets de développement. C'est beaucoup plus de développeurs qui l'utilisent, mais rien n'empêche que pour un autre projet, soit hébergé sur GitHub. Et là, on va en avoir des commandes spécifiques pour Git. Et chaque commande a un rôle. Chaque commande doit être maîtrisée et comprise. Ce n'est pas seulement que non, à chaque fois, au début, ça peut paraître compliqué de maîtriser, mais avec le temps, vous allez comprendre l'utilisation de chaque commande. La première commande au niveau de Git, c'est git init. Cette commande nous permet d'initialiser notre repo Git. Donc, d'initialiser Git dans notre projet. Quand on fait ça, on veut maintenant traquer les modifications dans notre projet. Je fais git init, enter. On me dit que Git est initialisé. Donc là, on a initialisé Git. Après avoir initialisé Git, ce qu'on a maintenant à faire, c'est dire à Git quels sont les fichiers que je vais versionner. Tout se passe par commande, mais ces commandes expliquent réellement ce qu'on veut faire. Donc là, je vais dire par exemple à Git, bon, j'étais initialisé, oui. Maintenant, je veux que tu puisses traquer certains fichiers. En voyant mon écran, vous voyez que tous les fichiers ont maintenant une lettre U, untracked, qui veut dire non traqué. J'ai initialisé Git, mais mes fichiers ne sont pas encore traqués. Maintenant, pour traquer tous mes fichiers, la deuxième commande, c'est git add. Quand je fais point, c'est-à-dire prends tous les fichiers qui ne sont pas encore traqués, je vais les traquer. Et quand j'ai fait ça, les lettres ici ont changé. On a maintenant A, qui veut dire index edit. C'est ajouter. Git m'informe maintenant que non, ces trois fichiers sont ajoutés. Donc, ces trois fichiers sont maintenant en train d'être traqués. Là, déjà, c'est la deuxième commande de base qui ne peut pas être oubliée. Et la troisième commande que vous devez aussi comprendre, c'est maintenant
la fameuse commande des commits. Comment faire des commits? Git commit, c'est quoi? C'est maintenant ici où on explique, pas l'explication en profondeur, mais on explique qu'est-ce qu'on a fait au courant de cette modification. Si on travaille un projet et je vais maintenant ajouter une fonctionnalité de login, et quand je finalise cette fonctionnalité, dans mon commit, je vais maintenant notifier que non, ajout de l'authentification par email, par exemple. Là, ça me permet de savoir toutes les modifications du projet. Je peux savoir à telle date, on a ajouté telle fonctionnalité. À telle date, on a ajouté cette autre fonctionnalité. À telle date, on a fixé un bug. Ici, par exemple, je vais faire git commit et -m. Maintenant, ici, on met des guillemets pour passer les messages. Comme message, je peux faire initial commit. Initial commit qui veut simplement dire que c'est le commit principal. Donc, quand je vais voir les modifications du projet, je saurai que c'est à tel moment qu'on a eu un premier commit. Je fais Enter. Là, c'est bon. J'ai fait les 3 commandes. Si je retourne sur GitHub, je vais voir qu'est-ce que GitHub m'a dit après avoir créé le projet. GitHub me donne quelques codes pour lier mon projet qui est ici sur GitHub à mon projet local. Parce que regardez ce qui se passe. On a créé un projet en ligne, on a créé un projet en local. Donc, notre projet en ligne est sur GitHub, notre projet en local est dans notre propre machine. Maintenant, comment faire pour que ces projets en local soient au courant qu'on veut m'envoyer dans un projet en ligne sur telle adresse? Là, c'est la notion du remote. On va prendre la première commande qui est ici. On le fait une seule fois dans le projet. On va ajouter ces projets, cette commande dans notre projet. Ce qui fera la liaison entre notre projet en local et notre projet sur GitHub. Donc, on dit à Git, tu vois, ces projets en local sont remote. Donc, notre projet, je peux dire son jumeau en ligne se trouve ici. L'origine se trouve dans GitHub, Shadrach Kanza, atelier github.git. Donc, on va prendre cette commande. On prend cette commande, on ajoute ça. Cette commande ne se fait qu'une seule fois dans votre projet. Parce qu'après ça, Git va déjà comprendre c'est projet qui est l'origine. Dès que c'est ajouté, on a maintenant ajouté initialisé, on a ajouté les fichiers, on a fait des commits et on a ajouté les remotes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si vous rentrez ici, je vais vous expliquer. Git vous dit de faire git branch main. À part les commits, à part l'ajout, on a encore une notion de branche. Quand on dit notion de branche, c'est-à-dire quoi? Quand on fait les projets, en parlant vraiment en termes de développement, un projet a plusieurs branches. On a une branche principale, ça peut être appelé main ou master. Avec GitHub, vous verrez par défaut c'est main. Avec GitLab, par défaut c'est master. Mais quand vous allez créer votre projet sur Git dans VS Code et autres, ou soit par défaut, ça va vous proposer peut-être un master. Mais ça peut être changé. Une branche, c'est quoi? Dans un projet, on prend les cas simples. Notre projet EGD Academy. La branche qui est en ligne, c'est la branche master. La branche master, c'est la branche qui est en production. Cette branche, on s'assure qu'il n'y a pas de bug. Et à part ça, on peut avoir une branche dev. Et dans cette branche dev,
c'est là où on fait nos modifications. Donc, on va parler beaucoup plus que ça, hum, pas trop à profondeur. Il y aura d'autres ateliers qui sera vraiment trop à profondeur. Et à part la branche dev, chaque personne peut avoir des branches pour une fonctionnalité. On peut créer des branches pour des fonctionnalités. C'est pourquoi vous verrez ici, GitHub vous propose de faire Git branch main. Ce n'est pas obligatoire. On peut par exemple rester avec notre branche master. Si vous travaillez sur VS Code, vous allez voir en bas à gauche les noms de la branche. Là, ici, on a master. Là, c'est vraiment juste à comprendre pourquoi il y a des suggestions de faire Git branch. On va voir ça plus tard dans d'autres ateliers. Et après commit, pour que notre projet soit poussé en ligne, il y a la commande qu'on fait git push. Git push qui permet de prendre les données en local et de les pousser vers les repos en ligne. Quand je fais git push pour la première fois, ça ne part pas. Pourquoi ça ne part pas? Ça me dit que cette branche n'est pas trouvée en ligne. Donc, je dois setup ça et puis faire push. Et comme Git est intelligent, ça me propose la commande à faire pour la première fois pour cette branche master. J'ai fait ça comme ça. Je copie, je colle et puis je fais push. Dès que je vais pusher, tout est bon, c'est parti. Je reviens sur GitHub, j'actualise mon projet. Et là, on voit que mes fichiers sont bel et bien ici. Et la branche, c'est la branche master qui est par défaut. Et chaque modification, je peux voir ça ici, quel a été son commit. Ça a été modifié, ça a été committé à quel moment. Si on voit que le commit a été fait 5 minutes passées, et puis on peut savoir qui a committé. Par exemple, ici, je vois Shadrach Kanza qui a fait initial commit. Là, pour l'instant, on a pushé notre projet en ligne. On peut maintenant faire des modifications et voir comment ça fonctionne. S'il faut faire des modifications, je reviens par exemple à les codes. Déjà, notre projet, comme j'avais dit, c'est ça. Et dans ces projets, ce qu'on peut voir, je peux choisir un type, hôpital. Je mets par exemple hôpital, maman, hôpital HJ par exemple. Information, je peux dire, je mets tout service et j'active les modes ajout. Je vais d'abord chercher HJ se trouve où? HJ se trouve vers limité, première riz, on suppose déjà. Par défaut, vous voyez déjà HJ qui est là. Je peux agrandir. Là, c'est ce qui se trouve sur la carte. Mais comme moi, je vais ajouter des points, j'active les modes ajout. Je viens ici au niveau de HJ. J'ajoute mon point. Donc là, vous voyez les points que je viens d'ajouter. Je peux agrandir pour voir. Vous voyez les points que je viens d'ajouter. Et j'ai ajouté ces points. Il y a d'autres points. Quand je peux cliquer sur les pop-up, là, j'ai utilisé leaflet. Vous voyez que non, HJ, tout service que j'ai écrit. Donc, je peux ajouter plusieurs points. C'est ça les projets qu'on va héberger, qu'on a déjà hébergé et puis qu'on va voir comment les déployer avec GitHub Pages. Et on suppose qu'il y a une modification à faire. On s'est dit, bon, le projet est là, mais le titre, c'est Leaflet.js. On ne veut plus ce titre. On va modifier. On va modifier notre titre. On modifie notre titre. On renvoie les liens dans le chat. Il y a les liens de github.com. Et puis les liens pour télécharger Git. Après ça,
Je crois les soirs ou demain, je vais vous envoyer un fichier PDF où il y aura toutes les commandes et configurations à faire. Donc là, on va modifier les titres. Au lieu de leaflet.js, on met atelier, atelier GitHub. Quand on fait atelier GitHub comme ça, on va reprendre maintenant des commandes pour pousser aussi cette modification. Il y a maintenant des façons pour ceux qui vont vraiment l'utiliser en mode développement. Soit par terminal, soit par l'outil source control que VS Code propose. On va continuer par terminal. Comme on avait déjà fait git init, on ne fait plus git init deux fois. Donc, on va juste faire git add point pour ajouter les fichiers modifiés. Vous voyez ici, c'est index seulement qui est modifié. Et puis après git add, je peux faire git commit. Je peux faire git commit ici. En faisant maintenant git commit, quel message je vais mettre? Je fais comme ça. Je dis par exemple, et il y a une autre chose à savoir. Au début, vous allez faire des commits beaucoup plus simples en mettant des fonctionnalités, juste ce que vous avez fait. Mais à la longue, il y a des normes, il y a une procédure, ou une nomenclature à suivre pour chaque type de modification. Pardon. Par exemple, ici, on suppose que c'est un feature. Un feature, c'est une fonctionnalité ajoutée dans les projets. On peut avoir un feature, on peut avoir un bug qu'on a fixé. Si c'était par exemple un feature, au lieu de cliquer seulement ce qu'on a fait, on peut faire fix des points, changement des titres. Changement des titres. Si par exemple c'est un bug qu'on a fixé, on peut faire fixe des points, la fonctionnalité qu'on a fixée, ou la chose qu'on a fixée. Là, je fais commit, j'ai committé et puis j'ai fait git push. Quand je fais git push, je peux revenir sur GitHub pour voir ce qui est fait. Vous voyez dans GitHub, on voit maintenant que non. Index a été changé maintenant et telle personne qui a commité, quel a été le titre de son commit, on voit directement. Donc, à ce niveau, on peut ouvrir l'étape des questions. S'il y a des questions quelque part, vous pouvez poser avant de passer à l'autre étape. Vous pouvez juste lever la main et puis on va commencer à autoriser une personne après une autre. Oui, monsieur Fazazi. Oui, merci beaucoup pour l'introduction. C'est un sujet qui est intéressant. Euh, J'entendais parler de collaboration et l'utilisation de GitHub. Maintenant, tel que vous avez commencé l'introduction, ou bien le titre même de l'annonce, je pensais que c'est l'utilisation de GitHub qu'on veut apprendre ici. Peut-être que j'ai mal compris aussi la présentation. On dirait qu'on a déjà commencé les projets de collaboration en même temps. Ou bien c'est l'utilisation qu'on est en train de faire et qui est toujours se faire à partir de codes. C'est ce que je voulais juste comprendre. Merci. En fait, ici, on voit l'utilisation des Git. La même utilisation nous permet de collaborer sur un projet, que ce soit un projet de développement ou autre projet. Et qu'est-ce qui se passe? On suppose que le projet que je viens d'héberger ici,
Déjà, quand on crée les projets, on peut soit créer un projet privé ou un projet public. Quand on crée les repos, on peut choisir configuration, soit c'est privé, soit c'est public. Un projet privé peut être vu par tout le monde. Je peux vous envoyer les liens et puis vous allez voir ces projets. Là, c'est les projets publics. Un projet privé, c'est par exemple, on prend les cas de notre plateforme EGD Academia. Les codes sources ne sont pas publics. Ça se trouve sur un repo privé. Il y a juste certaines personnes qui ont accès. Et maintenant, quand on dit que Git nous permet de collaborer sur un projet, la collaboration se fait de la même façon qu'on travaille de manière individuelle. Par exemple, moi ici, j'ai fait mes modifications, j'ai fini à travailler sur ces projets, j'ai pushé et les projets se trouvent sur Git. Dans Git, quand je viens dans Settings, pour ceux qui sont en français, c'est paramètres, il y a un menu collaborateur. Je peux ajouter des collaborateurs. Je peux inviter des collaborateurs. Une fois que j'ajoute un collaborateur, ce collaborateur va cloner les projets. Vous allez voir dans la partie des commandes, le collaborateur va cloner les projets et puis le collaborateur va travailler sur ces projets, fera les mêmes commandes que moi pour prendre ces modifications faites en local et les mettre en ligne. On suppose que le collaborateur, dans ces projets, le collaborateur s'est dit, bon, c'est bien bon ce que tu as fait, mais je pense que les boutons bleu et rouge ne matchent pas. On doit avoir les boutons vert et noir. Le collaborateur, dans son ordinateur à part, il va modifier et il va faire git add, git commit, puis git push. Ce qui fait que les modifications que le collaborateur va faire va se retrouver, ces modifications vont se retrouver toujours dans les mêmes projets. Donc, c'est à ce niveau qu'on parle de la collaboration des projets. Pourquoi on parle de la collaboration ici? Parce que s'il n'y avait pas Git, qu'est-ce que je devais faire pour ce collaborateur? Je devais venir dans mon projet ici, et aller dans les dossiers. Par exemple ici, je devais zipper ces projets, je devais envoyer ces projets par mail ou soit par WhatsApp au collaborateur. Le collaborateur prend les projets, télécharge, il met ça dans sa machine, il modifie. Et pendant que le collaborateur modifie, là c'est hors Git. Quand on parle de hors Git, moi je ne peux plus travailler. Je dois attendre que les collaborateurs puissent terminer ces modifications et puis qu'il me renvoie les fichiers zippés et à ce moment, moi, je vais travailler. Donc, la différence entre ces deux modes, c'est-à-dire, sans Git, on ne peut pas travailler à deux sur un seul projet au même moment. C'est impossible. On doit synchroniser des fichiers, lui doit envoyer des fichiers. Mais avec Git, on peut collaborer sur un seul projet au même moment et être à plusieurs. Chaque personne saura que telle personne a modifié tel endroit, telle autre personne a modifié tel endroit. Je ne sais pas si par rapport à ça, M. Fazazi, il y a encore des points d'ombre, on peut encore éclaircir. Ok, en fait, j'ai compris que actuellement, ce que nous avons appris, c'est juste créer le projet et le repository. Ou bien créer le repository et créer le projet dedans. Et en même temps, on a commencé un projet directement en ligne. C'est ça? On a créé les repos se créent uniquement en ligne. Les projets se trouvent dans votre machine. Maintenant, ce qu'on a à faire jusqu'à présent d'abord, c'est créer les repos sur GitHub
et configurer Git dans les projets en local. Là, on a fait Git init. On a configuré les projets en local. Et après avoir configuré les projets en local, on a maintenant fait en sorte que ces projets en local puissent être hébergés sur GitHub. Donc, c'est ça le processus qu'on a eu à faire jusqu'à présent. Donc, par exemple, ce n'est pas seulement que les projets de développement qui doivent être hébergés. Même si vous avez un PDF, vous pouvez tester même par un PDF. Vous faites Git, vous installez Git, vous faites Git init, Git add, Git commit. Votre PDF sera hébergé, ça sera mis dans votre projet sur GitHub. Il y a plusieurs personnes même qui gardent leur projet, soit leur PDF sur GitHub. Parce qu'il arrive des fois, quand je cherche un livre, je me retrouve sur un lien où le livre se trouve dans un repo GitHub d'une personne. Donc là, je pense qu'on peut passer à M. Amat Yacoub. Monsieur Amat, vous pouvez poser la question. Oui, bonsoir. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui. Ok. Moi, ma question, c'est, en fait, comme vous avez défini, par exemple, dans GitHub, on peut créer une branche master et une autre branche dev. Donc, le projet doit être là. On peut toujours travailler sur ce projet sans affecter les projets qui marchent actuellement. Donc, je voulais un peu plus d'explications comment ça se passe, ainsi de suite. Concernant les branches, donc je vous donne l'explication parce qu'avec ça, il y aura des ateliers vraiment plus approfondis sur ça. Les branches interviennent à quel moment? On s'est dit que au début, on peut avoir un projet où on travaille seul, on fait des modifications comme on veut, on push comme on veut. Mais dans une équipe, dans une entreprise, il y a une branche master qui est toujours clean et c'est cette branche qui est en production. Par exemple, ici, c'est la branche master qui est en production. On suppose, par exemple, si on prend les cas de notre carte ici, on suppose qu'on veut ajouter d'autres fonctionnalités. On veut par exemple ajouter la fonctionnalité qui permet aux gens de se connecter avant de voir la carte. Normalement, selon les normes, quand vous travaillez dans les entreprises, vous ne pouvez pas travailler sur la branche master. Donc, à la longue, vous allez voir ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme moi, je ne peux pas travailler sur la branche master. Comme tout le monde, quel que soit votre niveau, personne ne doit travailler sur la branche master. Là, il y a des projets vraiment, dans des grands projets. Et c'est à ce moment qu'on travaille dans des branches. On a la branche master qui est en production. On a la branche dev. La branche dev, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup plus au niveau du développement, que ce soit web mapping ou autre. Il y a un projet qui est en ligne utilisé par les grands publics qui est en production, un projet qui est en développement. C'est maintenant dans ces projets, quand on fait des modifications, quand on ajoute des fonctionnalités, on teste ça avant et on mettra ça en production après. Et à part maintenant les branches dev, on peut avoir des branches pour des fonctionnalités. Par exemple, on va ajouter la fonctionnalité login dans ces projets. J'ai fait git branch. On a la possibilité de faire git branch ou l'autre commande c'est git checkout. Donc, vous voyez beaucoup plus ici, vous voyez master. Mais quand j'ai fait git checkout -b, j'ai dit par exemple login, cette commande veut dire je vais switcher. Si tu fais par exemple git branch, tu vas créer la branche sans pourtant switcher. Quand on dit switcher, c'est-à-dire que je vais quitter la branche où je suis et aller dans telle branche que j'ai créée. Git checkout -b, c'est-à-dire que branche login. Quand je fais ça,
Ici, vous voyez que je suis directement dans Login. Quand je clique, vous allez voir Master et puis Login. Donc là, j'ai switché de la branche Master à la branche Login. Maintenant, ici dans la branche Login, je peux faire toutes les fonctionnalités qui est en rapport du login. Et quand je fais par exemple, je vais faire juste une modification, par exemple atelier GitHub avec login, je modifie, j'ai fait git add, git checkout et git commit plutôt, git commit m fit login. On suppose qu'on a fait des modifications en ajoutant la fonctionnalité login. Et là maintenant, je peux faire git push. En faisant push d'une nouvelle branche, on aura ces messages pour setup cette nouvelle branche. Vous allez juste copier, j'ai fait comme ça, je push. Dès qu'on va pusher, on va maintenant voir qu'est-ce qui se passe sur GitHub. J'actualise. En voyant mon fichier index, vous voyez que c'est toujours les commits qu'on avait fait dans la branche master qui est là. Ici, on voit maintenant deux branches. Donc, notre branche master reste propre. Les modifications qu'on a fait, ça se trouve dans la branche login. Et ici, il y a d'autres notions qui interviennent, ce sont des notions un peu plus approfondies. On va parler de ça juste au-dessus, parce que là, c'est vraiment des notions qu'on verra dans d'autres ateliers. Qu'est-ce qui se passe? Dans des entreprises, je vous parle de manière générale et en parlant des entreprises qui sont vraiment dans les normes. Parce que j'ai eu à travailler dans plusieurs boîtes où on n'avait pas tous les accès, tous les devs. Ce qui veut dire, par exemple, aujourd'hui, si on engage 4 personnes dans EcoGeodata, dans la boîte EcoGeodata où on travaille ces projets, ce n'est pas tout le monde qui est développeur qui fera des mises à jour en production. Ce n'est pas tout le monde qui est développeur dans la boîte qui travaillera sur la branche main. On a même la possibilité de bloquer vos push dans la branche main, dans la branche master. Donc, quand tu fais des modifications dans la branche master, par défaut, on peut déjà bloquer ça. On dit par exemple, toi, tu es juste dev, tu ne peux jamais faire des push dans la branche master. On configure ça comme ça dans GitHub. Ce qui fera que tu dois travailler, en fait, vous devez travailler dans d'autres branches. Et quand vous travaillez dans d'autres branches, qu'est-ce qui se passe? Vos modifications, avant d'être mélangées sur la branche master, on peut comparer. Ici, quand je clique sur compare, j'ai la possibilité de voir qu'est-ce que tu as modifié et est-ce que vos modifications ont affecté les codes. Là, plus tard, on parlera des conflits. Est-ce que vos modifications ont apporté des conflits ou non? Et on peut voir, c'était atelier GitHub. Vous avez modifié à GitHub avec login. Et c'est maintenant au développeur principal, à l'administrateur principal, de voir est-ce qu'on peut créer un pull request. Un pull request, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut mélanger tes modifications de ta branche à la branche master ou non. Ici, par exemple, on voit que GitHub nous dit ces modifications ne posent aucun conflit. On peut créer le pull request. Ça, on verra ça vraiment en profondeur plus tard parce que là, c'est plusieurs processus. Soit on peut laisser les gens créer des pull requests et l'interdire à mélanger. Parce que quand on crée un pull request, on dit par exemple, bon, j'ai créé ma branche, j'ai fait mes modifications et je pense que mes modifications sont prêtes à être mélangées à une branche spécifique.
vous faites la demande. Maintenant, c'est à l'administrateur principal de confirmer. Non, on fait juste des démos pour voir comment ça fonctionne. Si je confirme, par exemple, je confirme le merge, on verra dans les projets, par exemple ici, quel commit sera affiché, fit login. Et ici, on voit qu'on a à merger. Donc, si je devais résumer pour la question des messages, on crée des branches spécifiques à chaque fonctionnalité. Ce qui fait en sorte que les projets restent clean et n'est pas trop avoir des problèmes. Les problèmes sont vraiment hum, différents. On peut avoir des problèmes du genre, j'avais commencé la fonctionnalité login et là, je dois maintenant résoudre un bug sur la fonctionnalité de génération des certificats. En termes simples, j'ai eu déjà à faire des modifications et je n'ai pas encore fini pour login. Et on me dit, bah, on doit faire des modifications ou ça, on doit fixer un problème urgent des certificats. Qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai travaillé dans la branche master, soit j'annule les modifications des logins où j'avais déjà avancé, soit je commit les modifications des logins seulement comme ça pour faire les fixes des certificats. Ça pose un grand problème. Mais quand on commencera à s'adapter dans les systèmes de branches pour chaque fonctionnalité, quand on me dit que non, on doit fixer quelque chose pour la branche, pour les certificats. Je sais que j'ai travaillé login dans la branche login. Bon, je n'ai pas encore fini. J'ai créé une branche certificat qui aura la base branche master et je fixe certificat, je push, c'est en production, sans pourtant que la fonctionnalité login soit perdue. Donc, avec Git, on a plusieurs fonctions. On a un Git de base, c'est qu'on fait ici. Un Git intermédiaire où on voit vraiment comment les branches fonctionnent, tout. Et plus tard, un Git avancé, où on fait des déploiements. On dit beaucoup plus de CI/CD, c'est-à-dire que quand on fait push directement notre projet ici, c'est fait en ligne sans pourtant que moi je sois derrière ça. Les niveaux avancés, ça fait des tests automatiques, ça publie l'application automatiquement sans mon intervention. Tout ça, il y aura des ateliers qui viendront pour chaque niveau. Donc, le premier niveau, c'est quelque chose de basique où vous allez créer un projet pour ceux qui font déjà des développement web mapping. Vous pouvez créer un projet, une carte comme ceci et les déployer. Les gens peuvent les tester, autres. Ça sera directement en ligne. C'est beaucoup plus que ça. Donc, au niveau des fonctionnements des branches, c'est le niveau où on prendra un atelier au niveau intermédiaire. Donc, chaque niveau, il y aura des notions qui vont s'ajouter. Par rapport aux branches, ce que je peux dire, c'est beaucoup plus ça. Je sais pas, mais c'est Amat, s'il y a un point à ajouter. Oui, c'est bon. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça veut dire pour chaque fonctionnalité, il faut qu'on crée une branche à part. On va tester. Et si tout est anormal, c'est après ça qu'on va mélanger avec la branche master. Oui. Donc, je ne sais pas si je tarde pas un peu la télé, ça me pousse à poser une autre question ou bien j'attends après. Donc, avec votre autorisation. On peut attendre si une autre personne a une question. Mais dans la partie intermédiaire, on verra même la nomenclature des branches. Donc, c'est tout un long parcours juste avec Git. En réalité, on voit que Git n'est pas vraiment quelque chose de grave, mais quand on entre, on voit que c'est tout un long parcours. Si vous téléchargez même le livre de Git, vous verrez que c'est une affaire de 300 quelques pages. Une autre question, Monsieur Olivier? Merci beaucoup pour votre disponibilité pour ces temps. Ma première question ou bien ma suggestion, c'est est-ce que vous avez partagé certainement le lien pour
télécharger Git. Mais est-ce que il peut y avoir, c'est bien que nous puissions d'abord vous nous aider à télécharger et puis là, on peut commencer à aller pas à pas pour la compréhension et ça donne directement le goût aux gens de ne pas être assistants, mais d'être un peu participatifs. Ma deuxième préoccupation, ça c'était la première suggestion, ma deuxième préoccupation, je lui posais la question par rapport à la gestion des données cartographiques avec la plateforme Guild. Je vis là, vous avez ajouté par exemple le lieu, la localisation d'un hôpital. Est-ce que c'est seulement ça qu'on peut faire avec cette plateforme en ce qui concerne les données cartographiques ou bien on peut en faire encore d'autres usages et je peux connaître ici c'est quel usage? Merci. Par rapport à la première question, il y a certaines personnes, par exemple, qui peuvent déjà, parce que généralement, euh, souvent tout le monde n'est pas devant l'ordinateur, ce qui fait en sorte que d'autres personnes ne puissent pas vraiment tester au même moment. Mais la vidéo sera en ligne et dans la plateforme, je vais vous envoyer aussi les liens du forum. On a à développer un forum EcoGeoData de EGD Academy. À travers ces forums, on pourra continuer à discuter parce que quelque chose, on peut tester, oui, mais si vous travaillez aujourd'hui qu'il y a des problèmes demain, à partir des forums, c'est à partir d'autres canaux qu'on va vous signaler, on peut toujours rester en contact et puis vous aider. Par rapport à la question de M. Fada, qu'est-ce veut dire B-B-M? B veut dire branche, M veut dire message. Donc, on vous enverra d'autres documents qui vont lister toutes les choses sur Git. Donc, concernant la première question, c'était beaucoup plus ça. En cas de problème, on restera toujours en contact. Et puis, par rapport à la deuxième question, la gestion des données cartographiques. En fait, Git n'a pas des limites concernant la gestion des données cartographiques. On peut tout héberger. Mais la deuxième partie qu'on va voir, pour mettre en ligne, pour déployer en ligne, GitHub Pages, la fonctionnalité de Git, ça ne nous permet que de déployer des sites statiques. C'est-à-dire des sites qui sont faits en HTML, CSS et JavaScript. Parce qu'en termes de développement, nous avons la partie back et la partie front. La partie front, c'est la partie statique. La partie back, c'est la partie logique. La partie back, c'est la partie qui se connecte à la base de données et tout. Mais si je devais dire que quelles sont les limites concernant les données cartographiques pour Git, il n'y a pas de limite pour GitHub sur les données cartographiques. C'est juste que pour les déploiements, ce qu'on va faire bientôt, on ne peut déployer qu'un site statique. Par exemple, ça, j'ai fait avec HTML, CSS et JavaScript. On va les déployer. Je vais vous envoyer les liens et vous allez pouvoir aussi tester ces liens chez vous. Donc, je ne sais pas si pour M. Olivier, c'est bon. Oui, oui, merci beaucoup, merci. Si je peux ajouter une autre question, c'est donc vous avez dit que vous pouvez héberger tout, même organiser par exemple les rapports de mission, quelque chose comme ça pour héberger les données des gens comme ça. Oui. Et puis là, c'est sans limite. Ok, merci. Une autre question? Je pense qu'on va passer par la deuxième partie pour voir comment le déploiement peut se faire. GitHub a une fonctionnalité GitHub Pages.
qui permet de faire les déploiements des sites. Par exemple, j'ai eu à travailler sur ça, mais je ne peux pas vous envoyer les liens pour tester. Ça a été un grand problème au fil du temps. Et GitHub Pages, GitHub a intégré la fonctionnalité GitHub Pages pour nous aider à résoudre ces problèmes. Donc là, je viens dans Paramètres et je viens dans Pages. Et là, il me suffit de choisir quelle branche je veux que ça soit en ligne, quelle branche je vais déployer. Comme on a des branches, on sait que la branche login, ce n'est pas la branche principale. Je prends la branche master. Je dis que la branche master qui doit être déployée. Et à chaque modification que je vais faire, c'est cette branche qui sera toujours déployée. Donc là, j'ai choisi comme ça. Et puis, je vais juste sauvegarder. Save. Je sauvegarde. Et après avoir sauvegardé, ça peut prendre 10 secondes, mais au max, c'est 5 minutes. Vous aurez un lien où votre projet sera maintenant déployé sur GitHub. Et ces liens, vous avez la possibilité de les partager. À chaque modification que je vais faire sur ces projets, vous verrez toutes ces modifications en temps réel. Donc là, vous pouvez voir que le déploiement est en progression. En ce qui concerne Git, c'est vraiment quelque chose de très important, que vous soyez développeur ou pas. Ça vous aidera à versionner vos projets. Au fil du temps que vous faites beaucoup plus d'exercices avec Git, les niveaux vont augmenter. Parce que comme j'ai dit, il y a un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Cet atelier était beaucoup plus pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Git, certaines fonctionnalités de base et la grande fonctionnalité de déploiement d'un projet. Il y aura d'autres ateliers sur plusieurs sujets, mais on reviendra encore sur Git. Surtout que certains projets ou certains ateliers, on va toujours revenir sur Git. Parce que les ateliers où on parlera beaucoup plus de développement, les ateliers où on parlera de tout ce qui est lié au développement d'applications, Git interviendra toujours. Et puis dans chaque atelier où Git va intervenir, il y aura d'autres notions approfondies, spécifiques sur certaines fonctionnalités encore de Git. Parce que pour un débutant, on ne peut pas lui apprendre directement comment se fait les automatisations sur Git. Ça sera très incompréhensible pour lui et parfois même l'importance de la chose ne sera pas vraiment connue. Parce qu'au niveau avancé, en attendant que le déploiement s'est fait, au niveau avancé, vous verrez que certaines automatisations, par exemple pour installer les dépendances, pour vérifier est-ce que les projets, tout marche bien, à un moment, on n'aura plus le temps de faire des tests. Quand je parle de tests, c'est-à-dire que si on ajoute la fonctionnalité par exemple, comme on avait annoncé ajouter la fonctionnalité de l'impersonnalisation qui permet aujourd'hui, quand vous avez un problème sur la plateforme EGD Academy et les techniciens viennent vous assister, les techniciens n'auront pas besoin de se connecter dans votre compte. Les techniciens vont juste vous demander accès à partir de son compte admin et chez vous, vous aurez une notification pour accepter la demande et les techniciens vont prendre contrôle de votre compte pour vous aider. Et ce genre de fonctionnalité ajoutée, quand on ajoute une fonctionnalité, on n'a pas le temps de tester tous les processus ou soit toutes les fonctionnalités
de l'application. Mais avec l'automatisation, quand on ajoute une fonctionnalité, on va maintenant lancer des tests et ces tests vont tester toute l'application pour savoir est-ce qu'il y a eu des bugs ou soit la nouvelle fonctionnalité a fait casser d'autres parties du code. Ce sont des tests qui les font. Mais ces tests sont des tests automatisés. Et plus tard, à un certain niveau, on aura des ateliers uniquement sur ça. Donc là, je peux actualiser la page pour voir est-ce que c'est fini ou pas. Parfois, ça peut finir et continuer à tourner. Vous voyez là, c'est bon. Ça m'a donné GitHub Page. Je peux cliquer sur ça. Et ça va me donner les liens de ces projets. Je peux entrer à ces liens. Et là, je vois ma carte. Je prends ces liens, je peux les partager dans les chats. Une fois que vous cliquez sur ces liens, vous aurez les mêmes projets que moi. Donc là, GitHub m'a permis d'héberger mon projet. Et GitHub n'héberge que des sites statiques. Quand on dit site statique, c'est quelque chose qui est fait en HTML, CSS et JavaScript. La carte que vous voyez, c'est avec Leaflet. Donc, le fonctionnement de tout ceci, c'est fait avec JavaScript. Là, c'était la deuxième partie pour ça. On peut revenir au niveau des questions. Et concernant Leaflet, on a une formation qu'on met toujours à jour qui est là, cartographie web interactive avec Leaflet, où on parle de comment on peut intégrer des cartes dans des plateformes web. Leaflet nous donne plusieurs fonctionnalités et avec toutes ces fonctionnalités, on peut créer des cartes dans nos sites web. Par exemple, ça, on n'a pas vraiment une partie back-end, mais juste avec la partie front, vous avez la possibilité d'ajouter des cartes, des points, mettre les noms, afficher. Et dans cette même logique, vous pouvez même afficher des photos. Si par exemple, on prend le cas, vous développez une plateforme web mapping pour gérer vos marchands. On prend le cas des marchands. Et puis chaque marchand a une identité. Vous avez leurs photos et tout. Vous pouvez les représenter via des points. De la même façon que j'ai changé ces icônes, vous avez aussi la possibilité de mettre les photos des marchands dans des icônes. Et en cliquant, vous avez la possibilité d'afficher un panneau à droite ou à gauche en montrant la photo et toutes les informations à l'intérieur. Donc, s'il y a des questions, d'autres questions, vous pouvez aussi soulever la main et on va passer une personne par personne. Oui, mais c'est pas ça. Oui, ok, je reviens. Donc, comment passer actuellement, je ne sais pas si le travail que vous êtes en train de faire, vous êtes en local ou bien vous êtes en ligne. Maintenant, nous, comme vous nous avez partagé le lien, quand on crée le projet en ligne, comment lier les deux dans les deux sens, comme c'est la première fois que nous on utilise GitHub, comment nous allons, parce que j'ai essayé de voir quelque chose, mais je me perds. Déjà, Ça rejoint à ce quand, que Olivier disait. oui, quand vous créez juste les projets, je vais vous montrer. J'ai créé un projet test 243. Vous mettez les noms, vous choisissez la visibilité. Comme je dis, la visibilité, si c'est public, tout le monde peut voir ton projet Git. Si c'est privé, seulement vous et les membres du projet. Une fois que vous créez les repositories, vous voyez bien la première page qui est affichée. GitHub vous donne des commandes à faire. Les commandes que GitHub vous donne à faire, si c'est un nouveau projet, vous pouvez commencer par ça, ligne par ligne. Vous tapez toutes ces commandes et votre projet sera déjà sur GitHub. Ici, GitHub vous dit de créer un fichier README et ça va mettre ceci à l'intérieur. Vous allez faire git init pour initialiser les projets. Vous allez ajouter README. Vous allez faire commit et tout.
dans votre maintenant projet qui est en local. Donc, en local, vous allez d'abord entrer. Par exemple, je suis ici, en CMD. Donc, je vais venir dans Bureau, cartographie, j'ouvre CMD. Vous devez être dans les dossiers de votre projet. En étant dans les dossiers de votre projet, vous allez maintenant faire toutes ces commandes une par une. Après avoir fait ces commandes, ici vous voyez qu'il y a Git push à la fin. Ce qui fera que votre projet en local soit pushé en ligne. Et vous le verrez ici. Oui, en fait, je suis déjà dans GitHub en ligne. Oui, vous avez créé les repos. Il y a que le repos, oui, je vois le code là. C'est où est-ce que j'exécute les codes? Je les exécute sur le bash ou bien je le fais comment? Vous pouvez partager l'écran de votre ordinateur. Là où ça n'est pas, comme je ne peux pas ouvrir deux comptes, comme je ne peux pas ouvrir, avoir deux, donc là où je suis, je n'ai pas pu ouvrir sur ça. Donc, vous avez déjà créé les repos. Ou pas encore. Non, Vous créez maintenant les comptes. pas encore. Vous créez les comptes GitHub. J'ai créé le compte, je me suis connecté. Oui. Vous êtes sur cette interface. J'arrive. Mon interface est un peu difficile. Mais il y a un bouton, Bon, il y a un bouton vert qui est là. je vais partager mon écran. Oui, vous pouvez partager. J'arrive à me connecter. Ça va aussi aider les autres pour voir comment. Donc là, ça vous a amené dans votre profil GitHub. Ce que vous devez faire, cliquez sur l'icône de GitHub pour retourner dans la partie Home. Donc là, vous êtes dans les dashboards. Vous avez maintenant les boutons New pour créer un repo. Le nom de votre repo, généralement le nom de votre projet. En bas, il y aura un bouton. Oui. Descendez maintenant en bas. Vous pouvez créer maintenant des repos. Et c'est à partir d'ici maintenant que vous pouvez configurer votre projet. Il y a des choses. Vous pouvez avoir un projet en local déjà, ou soit si par exemple vous voulez juste mettre un fichier en ligne. Vous voyez dans la partie bleue, là où c'est écrit Oui. Get started by creating a new file or uploading Yeah. an existing file. Vous avez la possibilité d'uploader un fichier directement ici. Mais tout dépend, en fait, avec GitHub, tout dépend de ce que vous voulez réellement faire. Ici, on a plus pris l'exemple d'un projet web, mais si on devait prendre l'exemple, par exemple, d'un fichier où vous voulez juste héberger peut-être votre fichier généré via QGIS dans des logiciels, vous pouvez juste venir dans Uploading an existing file et puis vous uploadez un fichier. Mais si vous avez vraiment un projet, par exemple, de développement ou soit un dossier avec plusieurs fichiers, c'est mieux de passer par ces processus. Faites git init, git add en local qui permettra de lier votre projet local en ligne. Mais la commande qui permet réellement de lier les projets locaux ou soit les repos locaux en ligne, c'est la commande git remote. Parce que c'est là qu'on ajoute maintenant les liens ou soit l'origine de notre projet GitHub dans notre dossier en local. OK. Donc maintenant, ça veut dire que si je devais exécuter ça, je devais aller dans
comment appelle-t-on? L'invite des commandes. Vous devez d'abord Je devais installer, je devais installer Git oui, il faut d'abord d'abord. installer ça. Puis je l'ai pas installé. Comment je vais l'installer? Ceux qui exécutent également, si vous avez des problèmes, vous pouvez aussi parler. On va juste voir. Je prends les options par défaut Oui, carrément. par défaut, prends toujours par défaut. Je vais également vous transférer les liens de certaines vidéos sur Git. Ça vous permettra aussi de mieux comprendre cela. Maintenant, ici, je peux cocher les deux. Et vers les finish. Tu peux fermer ça, ça ne pose pas de problème. Maintenant, Git est installé dans ta machine. Généralement, par défaut, quand tu feras, tu peux ouvrir l'invite des commandes. Quand tu feras Git par défaut, ça fonctionne déjà, mais à moins que certaines machines où on bloque l'installation des paths par défaut. Ouvrez l'invite des commandes. Faites Git espace version. Ce qui vous permet de savoir est-ce que Git est déjà installé et pris en compte ou non. Là, c'est bon. Maintenant, tu peux trouver juste un dossier où il y a un fichier qu'on peut pusher pour faire des tests. Ça, vous allez créer juste un dossier. Vous avez déjà des projets, oui. J'ai déposé, j'ai ce dossier-là. Vous pouvez ouvrir ça J'ai ce directement. dossier. Oui, entrez. Je vais ouvrir ça dans. Oui, je vais ouvrir. Oui. C'est lui. Vous pouvez voir à partir d'ici en faisant. Allez là où c'est écrit PMG Data au-dessus. Montez. Là où il y a recherche dans PMG Data. Montez, montez. Montez encore. PG Data. Oui, mais allez à droite. Après ça, après flèche. Non, pas dans la recherche. Rentrez un peu à gauche, mais juste après la flèche. Après la flèche un peu. Passez après la flèche. Oui, cliquez. Et puis faites CMD. Ça va permettre d'ouvrir l'invite des commandes directement dans ces dossiers. OK, enter. Et on est maintenant ici. Donc à partir d'ici, on peut maintenant faire des commandes que GitHub nous a proposées. Mais une chose à savoir, par défaut, Git installé dans la machine ne connaît pas réellement qui est l'utilisateur principal. On va voir, ça va vous demander de vous connecter, de vous configurer votre compte. Mais allez dans GitHub. GitHub par défaut vous dit de créer des readme autres, mais nous on n'a pas vraiment besoin. On va commencer par la première commande, git init. Retournez dans l'invite pour faire git init. Git init permet d'initialiser un projet Git. Enter. Les projets initialisés. Et pour ajouter maintenant tous les fichiers, il faut faire git espace add et vous faites enter. Et espace point, git add espace point, ça permet d'ajouter tous les fichiers directement. Git espace add espace point. Ils disent que add n'est pas
Non. une commande. Entre add et point, mettez de l'espace à l'intérieur. Ok, Point. ok. On voit que ça ajoute les tout. Et dans cela, à la longue, on va aussi voir un fichier généralement appelé git-ignore. Ce fichier permet d'ignorer, parce qu'avec Git, il y a les max des 100. On ne peut pas envoyer un seul fichier de plus de 100 mégas. Et par exemple, dans le projet, si on prend le cas du projet d'EcoGeodata au CDG d'Academia, ça a été fait avec Laravel et les projets en local pèsent aux alentours de 1 giga. Il y a des dépendances qu'on ne déploie pas ou qu'on n'héberge pas sur GitHub. Et ces fichiers-là, on va voir comment on gère ça avec Git Ignore. Je peux faire maintenant git commit. Espace, non, espace tiré M. Je peux faire exit, puis exit, ou pas Exit, exit, CTRL X. CTRL C, CTRL X. Je pense que ça va sortir avec quoi? Oui, Enter, press Enter to exit. Cliquez sur Enter, ça ne devait pas sortir. J'ai Tape, cliqué sur tape Enter. qui A, et puis tu fais Enter. Ok. Si ça ne devait pas sortir, tu fermes juste l'invite de commande, tu pars reprendre CMD là-bas. Oui, il est en train de dire recording. Donc, tu peux fermer l'invite de commande et puis tu retournes dans les fichiers, dans les dossiers où on était, tu fais CMD. Donc, on a déjà fait git init, on a fait git add, on passe maintenant au niveau du commit. Le commit, tu fais git commit espace -m qui veut dire message, et puis Espace. espace, Comic, c'est comme ça, non? oui, -m, Mhm, espace, mhm. guillemets, les deux guillemets là. On met maintenant les messages à l'intérieur. Tu peux mettre même commit initial ou soit commit principal. Vous codez avec quoi? VS Code? Vous avez quel éditeur? J'ai VS Code et puis j'ai un Notepad++. D'accord. Parce que méfiamment, ça suggère qu'on ouvre VS Code. Mais vous pouvez faire commit et puis après on va ouvrir VS Code. Quand vous faites ça, il faut aussi fermer les guillemets. Donc à l'intérieur, Commit test, c'est ça. oui, peu importe. À l'intérieur, c'est juste les messages. Les messages du commit. Ce qui permet maintenant de savoir quelle modification a été faite à ce niveau. Vous faites Enter, Enter. Maintenant, commit, tu veux dire quoi? Commit, c'est-à-dire, quand on parle de commit, là, on voit directement quel est le message. Quel est le message, ou soit, en d'autres termes, on appelle ça snapshot, mais là, c'est vraiment plus technique. Vous avez fait des modifications. Vous avez dit, Mhm. par exemple, quel fichier, ou soit, ces fichiers, j'ai modifié cela pour telle fonctionnalité et tout. Vous avez aussi une raison principale des modifications de ces fichiers. Maintenant, les commits vous permet d'identifier un segment de modification pour votre version. On prend le cas, vous avez modifié 7 fichiers pour gérer l'authentification de votre site web. Maintenant, les commits là, ça vous permettra maintenant de savoir ces modifications ont été faites pour quelles raisons.
Je peux entrer. Oui. Là, ça va committer cela. OK. Donc, commit, ça enregistre maintenant tes modifications que tu as fait ou soit tu as ajouté, modifié l'historique. Comment ça enregistre l'historique. Là, on a fait commit. Vous pouvez ouvrir aussi VS Code. Mais la dernière chose qu'on va faire, ou soit l'avant-dernière, c'est d'abord lier et puis pusher. Mais comme c'est la première fois d'avoir Git dans ta machine, Git ne va pas autoriser les push parce qu'il ne comprend pas d'abord qui tu es pour qu'il te permette de pusher en ligne. OK. Donc, tu vas aller dans GitHub pour copier la partie des remotes. On va prendre les liens du remote, git remote add. Là, maintenant, c'est on lie notre projet local au projet qui se trouve à distance sur Git. C'est GitHub plutôt. Les mêmes codes que vous faites pour votre projet GitHub, c'est les mêmes codes si votre projet était sur GitLab. Donc, un jour, si vous voyez quelqu'un travailler sur GitLab, ne vous inquiétez pas, vous allez faire les mêmes commandes. Donc, vous pouvez aller taper cette commande. C'est bon? Oui, Je, enter. je fais entrer. Oui. Et maintenant, faites git push. On va voir ce qui va se passer. J'ajoute quelque chose. Non, laissez seulement comme ça. Chaque erreur, GitHub va te dire pourquoi il y a erreur. Donc là, comme c'est la première fois de pusher, ça te dit qu'il faut configurer cela. Donc tu vas maintenant copier les codes que GitHub te propose, git push, setup stream. Non, retournez dans les terminals. Ça t'a proposé ça là-bas. Ou soit, au lieu de faire ça, au lieu de faire ce qu'il t'a proposé, retourne sur GitHub. Vous pouvez prendre l'autre code qu'il t'a donné. Soit vous faites setup stream, ou soit vous prenez git branch-m main. Descendez, ou on va prendre soit ça, soit ce qui est en bas. Copiez d'abord git branch-main. Par défaut, ici, notre branche principale, c'est master. Soit changer en master, au lieu de main, mettez master. Vous voyez, le tiret U, c'est la même chose que setup stream. Donc là, c'est le shortcode de setup stream. Faites Enter. Là, maintenant, Git te dit de te connecter parce qu'il ne se connaît pas. Vous pouvez vous connecter. Cliquez sur oui. Collez là. Autoriser. Oui. Cliquez sur le bouton autoriser Git écosystème.
On retourne maintenant dans les terminales. Donc là, ça prend automatiquement. Ça comprend que non, vous l'avez autorisé à les faire. C'est maintenant en train de pusher des projets locaux en ligne. Oui, monsieur Ahmad, En attendant que ça pousse, moi j'aimerais demander, et si le projet comporte une base de données, prenons par exemple MySQL ou un truc comme ça, donc comment on pourra mettre en ligne avec la base de données, faire des tests, ou bien comment on peut collaborer dessus en équipe, et si l'autre personne aussi a créé des tables et tout ça, donc comment on pourra mélanger ensemble? si les projets comportent une base de données, ça dépend d'abord de la logique que vous avez prise dès le début pour votre collaboration côté base de données. Parce qu'il arrive des fois, quand on prend les cas par exemple, ça dépend des technologies. Nous, par exemple, dans Laravel, on a des migrations. Ce sont des fichiers que quand je modifie, vous aussi vous pouvez modifier. Mais la plupart des cas, ça arrive que la base de données que vous avez créée en local, il faudra exporter votre fichier SQL et puis vous allez les mettre dans les projets. Et ce fichier SQL sera maintenant pushé aussi avec les projets. L'autre personne va prendre ces mêmes fichiers SQL, va l'importer dans MySQL. Parce qu'au niveau des bases de données, dans la manière traditionnelle, c'est juste travailler avec des fichiers SQL que vous allez commencer à exporter. Mais si vous avez d'autres technologies, par exemple au niveau de Laravel, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Laravel, c'est un framework PHP. Là, on a des fichiers vraiment spécifiques côté migration où quand je modifie la base de données, l'autre personne va taper juste une commande et puis sa base de données sera modifiée. Donc, si vous travaillez avec, je ne sais pas, vous travaillez avec quel langage? Ouais, moi, j'ai codé avant, quoi, mais toujours avec Laravel. Donc, peut-être vous parlez au niveau de migration. Oui, pour Laravel, s'il faut modifier la base de données, c'est juste au niveau des migrations. À moins que vous optez l'option d'exporter la base de données dans MySQL. Vous exportez vraiment les fichiers MySQL et les fichiers .SQL, vous les mettez dans les projets et puis vous pushez. Et si c'est quelque PHP? Si c'est PHP pur, c'est la même logique. Quelque PHP. Parce que Quel c'est aussi PHP? un CMS, quoi. Oui, ça dépend. Mais c'est un workflow comme Laravel. En général, on exporte les fichiers SQL. Mais en particulier pour chaque framework, ça dépend de comment le framework est créé. Avec Laravel, on a des migrations et avec quelques PHP, vous allez opter pour ce qui est utilisé pour quelques PHP. Mais ce qui est global pour tous les frameworks, ou pour tous les langages back-end, si vous voulez exporter vous utilisez votre base de données, il faut juste exporter les SQL. Même quand vous faites des backups, parce que dans les serveurs, on prend le cas de CoGeoData ou le cas de GD Academia, on a une plateforme, on a des informations, on a tout dans la base de données et il nous faut faire des backups tous les jours. On a des backups automatisés et ces backups pour la base de données, ça sauvegarde les SQL. Donc, on a les SQL qui est comme backup pour notre base de données. C'est ça la logique générale pour tous les langages. C'est déjà 73. Ok, j'aimerais parler. Oui. Vous pouvez parler en attendant, c'est à 74. Ok, donc j'aimerais savoir quoi. Euh, Prenons par exemple le processus, quoi. On fait on a le projet en local. Hmm. Après ça, on passe par Git pour l'héberger dans GitHub. Et par exemple, si le projet
d'hébergement en ligne. Et si on a fait des modifications au niveau des guides et des GitHub, est-ce qu'il y a une possibilité de relier la plateforme d'hébergement avec GitHub ou bien on peut relier directement à travers le projet local et pusher là-bas? On relie à travers GitHub, mais il y a plusieurs, je vous dirais, il y a des pour l'instant. On pourra peut-être apprendre dans les ateliers plus tard. Là où j'avais parlé des CI/CD, des pipelines, ce sont des automatisations qui font en sorte que votre projet GitHub, quand vous pushez, vous allez vraiment donner des commandes que si je push dans la branche main, prends ces modifications, mets ça en ligne dans tel serveur. Et puis votre projet sera mis en ligne. On passe également aussi par des server management qui permettent de relier votre projet GitHub à votre projet du site qui est en ligne. Donc, ce qui fera en sorte que quand vous avez fait des modifications en local, une fois les modifications pushées, ces modifications seront directement mises en production dans votre serveur en ligne, dans votre hébergeur. Donc, c'est possible, hein, mais il y a des configurations à faire. Et pour ces configurations, on parle, je vois que c'est 100%. Pour ces configurations, une fois que vous tapez, par exemple, CI/CD, GitHub, c'est vraiment des notions approfondies. On fera des ateliers sur ça, je crois bien CD Level l'année prochaine. Mais la question que vous avez posée, ça s'est fait réellement sur la plupart même des plateformes. Ça s'est fait sur la plupart des plateformes. Vous pouvez les configurer. Moi personnellement, avec EGD Academia, la branche principale, je n'ai pas fait que quand il y a modification, que ça soit directement déployé. Mais en développement, quand il y a modification, directement déployé au serveur. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que il peut y avoir un moment où vous faites une modification le soir et puis vous oubliez de bien tester. Et cette modification, si ça part directement en ligne, peut-être vous n'aurez pas le temps de tester, ça peut faire bugger la plateforme. Mais à mon développement, j'ai fait en sorte que quand je publie une modification, ça part directement, GitHub l'envoie directement dans mon serveur. C'est un peu ça. Pour M. Fadadi, vous pouvez aller dans la plateforme GitHub et pour voir que votre projet sera maintenant sur GitHub. Actualisez juste la page. Donc là, vous avez votre projet. Mais en parlant de GitHub Pages ne déploie n'héberge que. Déjà, il faut savoir que GitHub Pages est différent de GitHub. GitHub est la plateforme qui nous permet de collaborer ou d'héberger notre projet. Mais GitHub Pages, c'est la plateforme, la fonctionnalité de GitHub qui nous permet de mettre en ligne notre projet ou notre site statique. HTML, CSS, JS, JavaScript. Si votre projet comporte PHP, ça ne marchera pas sur GitHub Pages, mais ça marchera comme un repo sur GitHub. Donc, là, vous avez votre projet sur GitHub. Vous pouvez inviter une autre personne à travailler sur votre projet sur GitHub. Vous avez la possibilité de déployer votre projet sur un serveur directement via GitHub parce que en voyant qu'avant, vous n'avez pas utilisé GitHub, si une fois vous avez déjà déployé, je ne sais pas, avez-vous déjà déployé un projet dans un serveur? Oui, c'est un serveur local et bon, un serveur en ligne, un serveur web. Quand vous n'avez pas encore utilisé GitHub et que vous avez déjà eu à déployer un projet sur un serveur en ligne, la seule façon, c'est passer par les FTP. Alors que c'est vraiment, Exact.
c'est une façon qui n'est pas sûre parce que vous devez envoyer encore des fichiers et ça peut vous poser des problèmes parce que vous ne savez même pas qu'est-ce qui est modifié, qu'est-ce qui n'est plus là, qu'est-ce qui est supprimé, qu'est-ce qui est ajouté. Mais je pense qu'après cet atelier, déjà, vous aurez tous vos projets en ligne et on aura un autre atelier pour le déploiement des projets dans des serveurs. On verra quels sont les types de serveurs. En fait, comme je l'ai toujours dit, si Dieu le veut, l'année prochaine, on aura des ateliers presque chaque mois, peut-être deux fois les mois. Il y a plusieurs notions qu'on verra ensemble et d'autres seront dans des ateliers, d'autres on va créer des cours sur la plateforme EGD Academy. Je pense que pour M. Fazali, c'est bon. Vous pouvez, Oui, c'est bon. C'est bon. oui, vous pouvez Merci beaucoup. annuler les partages. Donc, comme je disais, là, pour aujourd'hui, on a vu comment créer un repo sur GitHub, comment connecter. Déjà, cas d'exemple, M. Fazal a pu mettre son projet en ligne. Je pense que tous les projets qui se trouvent en local pour M. Fazal, ça sera aussi sur GitHub. On a vu ici, c'est un projet statique. Comment vous pouvez mettre ça en ligne avec GitHub Pages et dans l'année prochaine, les mois qui suivent, on aura d'autres ateliers spécifiques pour chaque cas et on verra comment organiser ces ateliers. Et aussi, certains cours seront beaucoup plus sur la plateforme. D'autres, pour les ateliers, on continuera avec les ateliers comme ça. Et pour d'autres notions, il y aura des cours, comme on a déjà plusieurs cours sur la plateforme. Pour ceux qui n'ont pas encore peut-être eu la chance d'acheter nos cours, vous pouvez revoir tous les cours qui sont là et voir. Il y aura certainement des cours qui vont vous intéresser et passer également au paiement. J'ai envoyé le lien de notre forum. On va faire revivre ce forum l'année prochaine. Ça nous permettra d'échanger parce que là, on n'a pas vraiment de temps pour échanger dans la plateforme ici. Bien qu'il y ait des places pour commentaires, mais on aura quelque chose de plus spécifique pour échanger et ça sera sur notre plateforme qu'on est toujours en train de mettre à jour. Il y a déjà certaines choses ici. Vous allez vous connecter uniquement avec votre même compte que celui de EGD Academia. Vous avez des questions, posez vos questions ici, on va vous répondre. Et encore une autre nouvelle, on va vous envoyer un formulaire pour devenir testeur de notre application mobile que nous sommes en train de créer. Et dans cette application, il y aura aussi plusieurs avantages parce qu'avec l'application, vous aurez maintenant la possibilité de télécharger des cours, certains cours en offline. Ce qui veut dire, il y a certaines personnes qui ont un Wi-Fi rapide au boulot et puis à la maison, ces personnes se retrouvent avec un problème de connexion. Mais avec l'application mobile, vous aurez la possibilité de télécharger vos cours et arriver par exemple à la maison, vous pouvez revoir ces vidéos. Et avec l'application mobile, il y aura probablement certaines offres qui seront uniquement sur l'application mobile et pas sur le web. Avec l'application mobile, quand tout sera en public, vous aurez la partie forum et vous serez lié directement aux instructeurs EGD Academy. Donc, au lieu, par exemple, en cas de problème, au lieu de faire un mail, vous aurez la possibilité de vous connecter dans l'application et à partir de l'application, contacter directement l'instructeur. Donc, d'ici dimanche ou lundi, il y aura un formulaire qui sera partagé sur nos réseaux et on vous demandera juste de remplir certaines questions et puis certaines informations. Ceux qui seront retenus, ce sont les gens qui seront comme les premiers testeurs de notre application. Et puis, ça doit être les personnes qui seront disponibles à nous faire des retours. Par exemple, j'ai vu telle place, ça n'a pas marché comme prévu.
Donc, vous aurez toutes les informations bientôt. Et je ne sais pas si pour l'instant, il y a des dernières questions, parce qu'il nous reste que 13 minutes avant de clôturer. S'il y a des questions, vous pouvez poser. Sans oublier qu'on avait envoyé un message qu'on prévoit le lancement d'une formation en développement mobile. Et cette formation sera vraiment 100% pratique. Ça sera une formation qui va vous permettre de devenir développeur mobile. Pour devenir un développeur mobile, ça ne demande pas nécessairement que vous soyez auparavant un développeur. La formation sera basée pour toute personne qui a la facilité de comprendre et puis qui a le temps de s'exercer, parce que c'est ça la logique côté développement. Cette formation vous permettra de concevoir des applications mobiles. Donc, quand on parle de la conception de l'application mobile, on va apprendre à partir de la conception de l'application mobile jusqu'au déploiement sur les stores. Donc, vous aurez la possibilité de déployer des applications sur App Store et sur Play Store. Donc, en quelques minutes, je laisse ceux qui ont les dernières questions de poser avant de finir l'atelier dans 12 minutes. Ici, Oui. La formation en développement mobile, ça sera avec React Native. Oui, mais c'est Fazal. oui, bon, la formation, je crois que je ne l'ai pas vu passer, bien c'est sur la plateforme, on le verra. Pardon? La formation mobile. Oui. La formation mobile, elle sera formation mobile géo ou bien forcément formation mobile globale. Ça sera formation mobile globale. Et à l'intérieur, en fait, quand on est développeur, déjà, on va apprendre comment développer une application mobile, de A à Z. Et quand on est développeur, chaque domaine maintenant, on peut facilement les faire sans problème. On suppose que je suis un développeur mobile. Quand on me demande de créer une application mobile pour un hôpital, je ne dirais pas que non, je ne connais rien de la médecine. Même si on me dit de développer une application mobile pour la comptabilité. Là, maintenant, ça intervient des notions, par exemple, comme je vais développer une application mobile pour la comptabilité, je dois savoir les besoins de la personne. Mais en termes de mobile, si on devait passer par, euh, on devait intégrer la cartographie, ça va dépendre de quoi on veut réellement faire. Est-ce qu'on veut faire une application mobile qui permettra de récolter les données ou ça genre une application mobile qui sera comme formulaire? Là, c'est un autre problème. Mais déjà, apprendre le développement mobile, ça vous permettra de tout faire. Parce que actuellement, les formulaires que vous avez à utiliser pour vous inscrire, on crée ça automatiquement depuis notre administration. Je vais vous montrer dans quelques minutes. Par exemple, Donc, ma ici, deuxième question, je suis dans Sarvé. Je peux créer un formulaire, je mets le titre, je mets la question, j'ai choisi que ces formulaires soient pour quel type. Donc, quand on est développeur, on n'est pas lié à une partie, mais on a la possibilité, déjà c'est ça, beaucoup plus l'avantage des développeurs, vous avez la possibilité d'étendre votre connaissance dans tous les domaines qui sera devant vous. La formation en ok. développement mobile sera plus mobile, mais on va intégrer plusieurs fonctionnalités parce que dans les mobiles, on a une fonctionnalité map qui nous permet de faire aussi plusieurs choses. Oui, Oui, en fait, je voulais, il y a la question, peut diriger vers un projet. Bon, c'est pourquoi je pose cette question. Est-ce que quoi appelle-t-on, vous supportez ou bien vous aidez les étudiants, des professionnels en quête de, comment appelle-t-on,
l'adaptation des paiements avec bon, qui sont en formation continue et qui sont peut-être en difficulté de mémoire, tout ça, le fait que dans la formation, il n'y a pas eu très de pratique, alors que le mémoire, la demande, la pratique, ça fait que la personne traîne pendant des années sans pouvoir se tenir. Quel est l'apport que vous pouvez apporter? Par rapport aux professionnels ou étudiants qui font Oui, mémoire, là, c'est une catégorie à part. Par exemple, ici, une personne peut voir telle formation. On prend les cas, par exemple, ici. La personne peut acheter. On a déjà prévu une logique pour tout le monde concernant cette formation. Mais les cas où la personne a besoin d'un accompagnement, là, la personne doit nous faire un message mail et puis on va traiter son cas individuellement et puis voir la meilleure façon de l'aider. Donc, si vous avez, que ce soit un numéro ou autre, il suffit juste de nous vous envoyer un mail, soit de nous contacter à partir de nos... Il y a un bouton WhatsApp ici, vous pouvez nous contacter. On verra comment vous aider, mais on les fait. Monsieur Olivier, vous avez une question? Oui, par rapport à la formation sur les applications mobiles, je reviens par rapport à la question de Messier qui a posé, que ça soit plus avec les traits, avec les géos, ça veut dire avec les cycles. Nous, on avait par exemple, j'étais en train personnellement de concevoir comment créer une application qui peut aider à la collecte des données du genre. Vous avez les routes à collecter. Ça veut dire si vous avez des cartographes locaux, bien quelqu'un qui est en train de collecter. Et sur la route, tu peux collecter la route, tu peux collecter également certains objets qu'il peut voir ou bien informations géographiques. Ça veut dire c'est en cours de route, vous avez les informations géographiques et puis qui peut vous donner la possibilité de créer un polygone. Et c'est possible. Oui, c'est possible. C'est cas, si je peux aller en profondeur au niveau de la formation est pour permettre aux gens de créer des applications mobiles. Peu importe les types d'applications. Que ce soit que tu veux recréer un WhatsApp, une application de collecte. Maintenant, la différence viendra d'où? On ne va pas travailler un projet ensemble. Et moi, les formateurs, je viens, je vous dis, bon, comme projet pour cette formation, on fait Facebook et c'est tout. Non. Chaque personne va avoir son propre projet. Et chaque personne dans son projet, les formateurs vont vous accompagner pour réaliser votre application mobile selon votre domaine. Mais ce que vous devez juste retenir, que la logique reste la même, que ce soit pour créer une application de collecte des données ou que ce soit pour créer une application du type Yango ou soit des réservations et tout. La logique restera la même et il y aura juste certaines fonctionnalités. Par exemple, pour la personne qui crée une application de collecte des données, déjà, il va créer des formulaires et puis il y aura une partie pour intégrer la partie map et tout. Donc, chaque personne aura son propre projet à développer et puis à partir de son propre projet, chaque personne sera maintenant accompagnée pour réaliser son projet du début, donc dès le départ, jusqu'à la mise en ligne dans les stores. Parce qu'on va mettre en possession On va mettre à votre possession un compte Play Store pour déployer vos applications Android et puis voir comment tous les processus de déploiement fonctionnent. Une autre question? Il ne reste qu'avec 4 minutes. S'il n'y a plus de questions, comme je venais de le dire, notre plateforme est 24 heures sur 24
en ligne. Les cours sont toujours là. On continue à l'améliorer pour vous. On améliore la plateforme et on améliore les contenus. On continue à faire des mises à jour et dans quelques mois, publiquement, on va lancer notre toute première application mobile qui aura des fonctionnalités très intéressantes pour vous et surtout que c'est la plupart des personnes qui nous ont demandé ce genre de fonctionnalités parce qu'il y a des gens qui étaient sur le terrain, il n'y a pas de connexion, ils ne pouvaient plus suivre des cours. Et avec la nouvelle application mobile qui sera lancée, vous pouvez suivre vos cours en offline, contacter, être en contact avec les instructeurs. Il y aura plusieurs fonctionnalités qui seront vraiment intéressantes pour vous. Et comme nous l'avons promis, nous allons continuer avec des ateliers pour plusieurs sujets. On va voir comment tout cela va s'organiser. Merci pour votre participation et merci surtout pour votre confiance dans notre plateforme. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur EGD Academia, créez des comptes. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté des cours, achetez des cours. Souvent, il y a des promotions. Parfois, il faut toujours passer comme actuellement. Il y a une promotion qui va se terminer dans 2 jours. Donc, il y a souvent des promotions, bien que ce n'est pas tous les jours, mais ça arrive des moments, surtout nous sommes dans des périodes de fêtes, il faut toujours faire des tours pour voir est-ce que peut-être vous avez vu une formation à un moment, vous l'avez vu à 500 dollars sur la plateforme, mais un samedi, vous pouvez voir cette formation à 100 dollars, vous allez profiter. Merci Vous encore. pouvez créer des groupes WhatsApp, c'est aussi mieux hein, pour former les gens. C'est quand même mieux. Je vous envoie les liens de la chaîne WhatsApp. On a une chaîne WhatsApp où on informe sur tout ce que nous faisons ici. Je vous envoie ça dans les chats. Et aussi, on reste avec 1 minute. La dernière des choses, pour ceux qui ont déjà y acheté nos cours, on a envoyé un message. On a besoin de vos avis, pour ceux qui seront disponibles, bien sûr. Une petite vidéo de 20, 30, 60 secondes pour parler de quelle formation vous avez eu à faire chez nous et comment est-ce que la formation s'est passée, quels sont les avantages de cette formation, qu'est-ce que vous avez appris. Je crois qu'il y avait 3 questions dans ces messages qu'on avait envoyés. On va encore les renvoyer. Ça sera vraiment très important pour vous et nous si vous nous envoyez cette courte vidéo. J'espère qu'il y a parmi nous, il y a des gens qui ont déjà acheté des cours, que ce soit en présentiel, soit en ligne. On va vous renvoyer ces messages et nous espérons avoir votre retour le plus tôt possible. Merci à tous. On se revoit au prochain atelier. Et vous serez communiqué des dates et des sujets.